Et donc, on est très heureux d'accueillir le docteur Marie Cantier, qui est médecin en réanimation à la Fondation Rothschild, et donc qui va nous parler d'imagerie cérébrale en réanimation. Donc, juste avant que vous commenciez, juste quelques points. J'ai activé les micros de tout le monde. Normalement, je vais continuer à le faire pour les nouveaux arrivants, ce qui vous permettra de participer directement. S'il y a d'autres soucis, vous n'hésitez pas par le chat à me le signaler. Je me permettrai de- d'interrompre le docteur Cantier si c'est nécessaire. Et puis sinon, vous pourrez poser vos questions à la fin, comme d'habitude. Voilà, c'est à vous, Marie. Merci. Ok, bah merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Donc, on va parler d'imagerie cérébrale en réanimation. Donc, moi, je ne suis pas radiologue, on ne va pas faire un cours poussé de radiologie, mais on va essayer d'aborder les principaux aspects de ce qui doit vous servir en neuroréanimation. Donc, ce que vous devez savoir utiliser comme imagerie, quelles séquences il faut demander, et puis on verra quelques exemples de pathologies auxquelles on a affaire en réa. Donc, au fur et à mesure, il y aura pas mal d'imagerie. Alors, j'espère que ce ne sera pas trop petit sur l'ordinateur. Et puis, je pense que ce qui est sympa, c'est que vous décriviez un peu les images au fur et à mesure pour ceux qui m'entendent et qui souhaitent participer. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, on va commencer une première partie. Alors, si ça marche, rapidement, avec le scanner cérébral en réanimation. Bon, je pense que vous avez, je ne connais pas un peu vos avancées dans vos parcours, mais je pense que vous avez tous déjà fait des... Est-ce que tout le monde connaît, a déjà eu un contact soit en neuroréa, soit en réa avec affaire à des scanners, des IRM cérébrales? C'est des choses qui sont communes dans vos pratiques ou pas ou... Oui, oui. D'accord, donc on va aller vite un peu sur les... Il y a des choses qui vont vous paraître un peu basiques, hein, mais voilà, on fera des brefs rappels. Donc, le scanner en réanimation, pour ce que vous en connaissez, hein, finalement, c'est un examen qui est assez simple d'accès et c'est un examen qui est très important parce que c'est un examen qu'on peut avoir rapidement, facilement et qu'il ne faut pas hésiter à demander puisqu'il va être très utile, notamment dans le cas des urgences qui peuvent être ou non traitables. Et donc, essentiellement, il sert à dépister les lésions hémorragiques. Donc, ils peuvent être de divers types, comme vous le voyez ici sur les images. Donc, vous avez les hématomes intraparenchymateux. Donc, on en a ici, par exemple. Vous voyez la flèche ou pas quand je déplace sur les images? Oui, on la voit. Donc là, par exemple, c'est des lésions hémorragiques qui sont plutôt des contusions, hein, probablement post-traumatiques. On peut avoir aussi des hémorragies méningées, je vous en montrerai tout à l'heure, ou des lésions extradurales ou sous-durales, donc hématomes extraduraux, sous-duraux, comme par exemple ici. Donc, on peut avoir divers types de lésions hémorragiques. Donc, tout ça va apparaître hyper dense quand c'est du sang frais sur le scanner. Donc, ça, vous le savez déjà. Le scanner va aussi avoir un intérêt pronostique puisque, par exemple, dans les lésions traumatiques ou dans les lésions ischémiques, comme vous voyez ici, c'est un gros AVC, hein, il y a une grosse lésion hypodense, et on voit déjà qu'il y a de l'œdème cérébral avec un effacement ici de tous les sillons corticaux, avec une dédifférenciation de substances blanches et substances grises, avec déjà un peu d'engagement sous-falcoriel. Donc là, ce malade est grave et il y a un risque d'engagement cérébral et donc de décès assez rapide. Donc ça peut aussi avoir un intérêt pronostique. On voit aussi très bien l'hydrocéphalie, on le verra notamment dans les HSA. Et puis enfin, un intérêt aussi pour les lésions ischémiques quand elles sont étendues, comme ici par exemple, d'accord, et qu'elles sont entre guillemets un petit peu tardif parce qu'on sait que c'est pas un très bon examen pour la phase très aiguë de l'infarctus cérébral, mais on le verra plus tard. Donc comme ici, vous voyez, il n'y a pas de doute, hein, c'est un gros infarctus cérébral, donc une lésion hypodense étendue qui est limitée à un territoire vasculaire artériel. Et ce qui est intéressant de rechercher sur le scanner si vous n'avez pas d'injection, donc là on est sur le scan sans injection, dans le cas d'un AVC, c'est rechercher ici, il y a un gros AVC, donc on se doute qu'il y a une occlusion vasculaire proximale. Et pourquoi c'est important d'aller la chercher? Parce que on va pouvoir discuter ou non si le malade est dans les délais, une revascularisation. Donc, il faut s'attacher à chercher déjà sur le scan sans injection ce signe-là qui est le signe de la trop belle artère. Vous voyez, l'artère cérébrale moyenne apparaît spontanément hyper dense. Ça veut dire qu'il y a un gros thrombus à l'intérieur. Et donc là, vous n'avez même pas besoin, enfin, en tout cas, avant l'injection, vous savez déjà qu'il y a une occlusion artérielle proximale. Donc, il faut vraiment rechercher ces signes. Et notamment, devant, on le répétera plusieurs fois, des troubles de vigilance d'apparition brutale, il faut rechercher ce signe
au niveau du tronc basilaire, parce que l'occlusion du tronc basilaire, si on n'injecte pas le scanner, on passera sûrement à côté, mais vous savez que c'est donc une urgence thérapeutique, et donc votre malade peut décéder rapidement si vous n'avez pas débouché le tronc. Donc il faut rechercher les occlusions artérielles. Donc sur le scan sanguin, c'est des signes un peu indirects qui peuvent être frustes, donc il faut injecter le scanner, mais on en reparlera après. Et puis, vous pouvez voir aussi, dans le cas de thrombose veineuse, des signes d'hyperdensité spontanée aussi au niveau des sinus, comme ici, c'est donc le signe de la corde, c'est pareil, c'est une thrombose veineuse. Donc, le scanner sans injection, il sert déjà à pas mal de choses. Hein. Vous voyez, il y a un spectre lésionnel assez important, et donc ça sert quand même beaucoup en réanimation, surtout quand le malade est ventilé. On ne peut pas toujours se payer le luxe de faire une IRM cérébrale, donc c'est quand même un examen qui est très utile et qu'on fait très fréquemment. Donc un petit focus sur le score aspect. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est beaucoup utilisé par les neurologues et donc dans les centres de neuroréa, on fait du vasculaire notamment. Donc c'est un score que vous verrez souvent sur les comptes rendus. Un score qui sert à la phase aiguë de l'AVC un petit peu à pronostiquer l'atteinte dans les AVC de l'artère cérébrale moyenne. Ce n'est pas toujours facile à voir au scanner quand l'AVC est récent. Et donc, le radiologue code ce score. En fait, c'est un score qui va délimiter les différentes parties vascularisées par l'artère cérébrale moyenne. Il coupe le territoire vasculaire en 10 parties. Et chaque item va avoir un point s'il n'est pas hypodense. C'est-à-dire que voilà, ça c'est le territoire de l'ACM. Donc vous avez ce qui va être vascularisé par M1, M2, M3, et puis le territoire profond. Et donc si le radiologue voit une hypodensité à chaque fois dans un de ces territoires, il enlève un point au score aspect. Et si le score aspect d'emblée est inférieur à 7, c'est un mauvais pronostic en termes de handicap fonctionnel escompté ou en termes de risque de transformation hémorragique. Donc c'est un peu un score de gravité, si vous voulez, sur le scanner à la phase aiguë de l'AVC. Donc ça, vous pourrez le voir assez régulièrement en neurologie vasculaire. Voilà, et donc un exemple, le scanner, donc c'est pas un bon examen pour l'AVC à la phase aiguë. Vous voyez ici, si on ne fait pas attention, on peut dire que le scanner est normal, notamment si vous ne demandez pas au radiologue ce que vous cherchez. Bon, il va peut-être passer à côté, alors que si vous faites bien attention, ici, on voit déjà une hypodensité là qui se dessine, vous voyez, avec une petite dédifférenciation substance blanche et grise, un petit effacement des sillons. Et en fait, à J21, il y avait un gros AVC qui était en train de se constituer. Donc attention, le scanner à la phase très précoce, ça peut être compliqué pour les lésions ischémiques. Les engagements, bon, je ne vous rappelle pas, ça va peut-être passer, les différents types d'engagement. En tout cas, c'est un des signes de gravité des malades qu'il faut rechercher sur les scanners. Donc, les différents types d'engagement, l'engagement sous-falcoriel, l'engagement temporel interne, l'engagement des amygdales, l'engagement transtentoriel, donc ascendant ou descendant. Donc ça, il faut les connaître et il faut rechercher ces signes-là. Et puis, l'intérêt du scanner injecté. Donc, quand est-ce qu'on demande un scanner injecté? C'est à vous de le demander si vous le voulez. Donc, il faut savoir ce que vous cherchez et pourquoi vous le demandez à votre radiologue. Donc, en général, si vous avez un service de radiologie sympa, ils vont injecter le scanner s'il le faut. Mais vous devez savoir quand est-ce qu'il faut demander une injection et quel temps d'injection vous demandez. Donc, on demande plusieurs types d'injections. Vous pouvez vous demander un temps artériel. Donc, on demande à voir le polygone de Willis. Pourquoi? Pour rechercher la fameuse occlusion vasculaire proximale dont on a parlé dans le cadre d'un AVC, ou une sténose. Par exemple, ici, vous voyez, il y a une sténose serrée du tronc basilaire. Donc ça, on peut tout à fait avoir un infarctus lié à cette sténose-là. Et donc, ça peut être une urgence thérapeutique. D'accord, donc ça sert à voir les vaisseaux proximaux du polygone de Willis et aussi les vaisseaux distaux, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, attention, sur notamment des troubles de vigilance d'apparition brutale, je le répète encore, il faut absolument demander un polygone de Willis pour bien voir ce fameux tronc basilaire. D'accord ? Sur le polygone, on peut aussi voir des lésions de type anévrismal, par exemple dans l'hémorragie méningée. Donc, vous avez ici, par exemple, un scanner avec une grosse HSA. Vous voyez des hyperdensités spontanées partout dans les espaces sous-arachnoïdiens. Il y a même une hydrocéphalie très franche ici, donc il faudra prendre en charge. Et donc là, on cherche l'anévrisme, puisqu'on sait qu'il faut donc traiter, emboliser l'anévrisme rapidement pour ne pas qu'il ressaigne. Et donc là, on fait un angioscanner, d'accord, cérébral, et on voit ici un gros anévrisme, donc qui sera probablement embolisé. D'accord, donc là, vous voyez que sans injection, vous ne pouvez pas le trouver, l'anévrisme, donc il faut vraiment demander l'angioscanner. Vous pouvez aussi demander un angioscanner des TSA.
Attention, si vous ne le demandez pas, on ne va pas vous le faire. Donc, si vous voulez un TSA et un Willis, vous demandez les deux. C'est possible d'avoir les deux sur un même examen. Donc, les TSA, c'est cet examen-là. Donc, vous allez voir les artères, donc des troncs supraortiques, les carotides et les vertébrales au niveau cervical. Et ça sert à voir s'il y a, pareil, sténose ou occlusion de ces artères. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas si quelqu'un voit, donc ça, c'est la carotide primitive. Là, c'est le bulbe carotidien avec la séparation carotide externe, carotide interne. Et vous voyez que la carotide interne, elle s'affine là, elle perd complètement son calibre. Et puis en haut, on la perd, c'est une dissection carotidienne. D'accord ? Donc ça, c'est très utile aussi à la phase aiguë de l'AVC, puisque vous pouvez avoir besoin d'intervenir sur les carotides ou de faire un diagnostic sur les artères vertébrales, par exemple. Et enfin, si vous voulez chercher une thrombose veineuse cérébrale ou des arguments pour une infection du système nerveux central, il faut demander un temps un peu plus tardif. Donc, vous demandez un temps veineux ou un temps plus tardif pour rechercher spécifiquement une thrombose veineuse cérébrale ou des signes de méningite, donc des prises de contraste lepto ou pachyméningées. Donc, par exemple, ici, vous avez le signe du delta vide. Hein, vous vous rappelez, ça, vous avez probablement appris ça pendant l'internat. Donc, ici, le sinus veineux qui se rehausse. Et là, il y a un aspect très hypodense qui est anormal, donc c'est une thrombose, d'accord ? Et on peut même vous faire des séquences reconstruites où on ne vous montre que les veines. Voilà, et là, ici, vous avez un exemple de ventriculite, d'accord ? Donc, il y a une prise de contraste tout à fait anormale des parois ventriculaires. Bon, l'image n'est pas top pour vous montrer autre chose, mais ça, c'est probablement une méningite avec un aspect de ventriculite qui est tout à fait pathologique. Ok, donc le scanner injecté, il nous amène aussi pas mal d'informations, même si on verra que ce n'est pas, encore une fois, pas le meilleur examen, mais ce n'est pas du tout inutile. Et quand on ne peut avoir que ça, il faut savoir quels examens demander. Voilà, dernier exemple, des choses qu'on a typiquement en réa ou dans le service, hein, c'est une pathologie qu'on a très fréquemment, donc l'hémorragie méningée. Est-ce que quelqu'un veut décrire un peu les images ou... Ouais, moi je veux bien me lancer. Ouais, ah bah vas-y, attends, je monte le son. C'est Donc, Rémi de Honte. La première, tout en haut à gauche, on voit, enfin, c'est pas du contraste, c'est une hyperdensité spontanée, pas loin de la faute du cerveau, plutôt lobe, je dirais lobe frontal, non? tout à fait, ouais. Donc c'est un hématome, hein, d'accord, Intraparenchymateux, ouais. Et tu vois d'autres choses aussi sur ce scanner sans Oui. injection. Une hyperdensité spontanée au niveau des sillons corticaux, donc ça veut dire que il y a eu un passage au niveau sous-arachnoïdien de sang. Exactement, et si tu regardes la coupe un peu plus basse, Là, on voit bien les citernes de la base avec les citernes de la base qui sont remplies de sang en fait. ok, donc c'est une grosse HSA avec en plus un hématome frontal, hein, d'accord. Donc probablement le diagnostic étiologique, c'est quoi quand il y a un gros hématome comme ça avec une HSA, beaucoup de sang? L'artère cérébrale antérieure, un anévrisme de l'artère cérébrale antérieure. Là. Probablement un anévrismal. Et tu as d'autres infos sur ce scanner qui sont intéressantes, qui vont un peu te dire la gravité du malade. C'est que tu vois ici, on voit déjà qu'il y a une dilatation de la corne temporale. Hein. C'est pas normal qu'on la voit autant, même si ça paraît pas énorme là-dessus. Et il y a beaucoup d'œdème, d'accord, on voit plus du tout les sillons. Donc ce malade, il est très grave, hein, d'accord, il a une HSA sur 4, voire 5, parce qu'on ne voit pas tout, avec un gros hématome frontal. Ok. Et donc quand on lui fait l'angioscanner, c'est le scan d'à côté, est-ce que tu vois une anomalie? Tu as déjà dit où est-ce qu'il fallait chercher. Donc, ouais, je la vois. C'est oui, ah oui, mais je peux pas montrer avec la souris. Ouais, c'est là. Enfin, oui, c'est. Je dirais que c'est la communicante antérieure, mais sans alors, grande un peu plus, c'est une branche, c'est la péricaleuse, mais effectivement, tu peux pas voir, là, on peut pas faire défiler scan, mais on voit qu'ici, hein, il y a une espèce de dilatation hein, sur un vaisseau qui paraît tout à fait anormal, hein, alors que les autres branches sont plutôt fines. Et donc ça, c'est l'anévrisme, et je vous ai mis l'artériographie ici, hein, donc on voit un bel anévrisme ici, sur une branche de la cérébrale antérieure, et donc qui a été ensuite embolisée. Donc ça, c'est le scan post-intervention. Donc on voit là, ce qu'on voit là, c'est les artefacts liés au col, d'accord? Donc ça masque un peu l'image, mais on voit donc encore l'hématome qui persiste, le patient qui a été traité, et puis on voit aussi qu'il a eu une crâniectomie compressive, d'accord? Qu'il a fait donc un gros infarcissement, et puis même on voit là qu'il a une DVE, mais ça c'est un détail. Ok, donc exemple de pathologie qu'on voit souvent en neuroréanimation. Donc vous voyez là le scanner, on n'a pas besoin d'une IRM pour s'occuper de ce patient. Le scanner est amplement suffisant et il nous apporte la plupart des informations dont on a besoin à la phase aiguë. D'accord. L'IRM pour lui va sûrement venir à la phase pronostique si on a par exemple une absence de réveil ou un retard de réveil.
OK. Il y a des questions sur le scanner? On en a fini pour la partie scan. Non, eh ben, j'avance alors. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, un message, si vous pouvez retenir ça sur le scan, ce sera vraiment déjà un super point pour ce cours. Si vous avez un déficit neurologique brutal ou des troubles de vigilance d'apparition brutale, n'oubliez pas de demander un polygone de Willis parce que c'est vraiment un truc qu'on voit trop souvent aux urgences où des patients qui arrivent en réa, ils sont ventilés et puis on a fait juste un scan sans ange et en fait on est passé à côté de l'occlusion du tronc ou de l'occlusion sylvienne et après c'est trop tard, hein, on ne peut plus thromboliser les malades, on ne peut plus les thrombectomiser. Donc vraiment, si vous retenez ça du cours, ce sera vraiment top et voilà, n'oubliez pas de demander un scanner injecté hein, pour éliminer l'occlusion vasculaire à la phase aiguë de l'AVC. J'ai une question, juste la thrombectomie, c'est avant 6 heures et la thrombolyse, c'est 4h30, c'est ça ou Alors oui, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Globalement, c'est ça, mais maintenant, il ne faut plus vous cantonner à du 6 heures parce qu'on peut aller sur des patients sélectionnés et des indications particulières jusqu'à 24 heures maintenant pour la thrombectomie, notamment dans l'atteinte du tronc basilaire. Hein. Donc le message, c'est oui, c'est 4h30 et 6 heures, mais voilà, si vous avez un doute, dans les 24 heures, vous êtes encore bon, donc n'hésitez pas à appeler le neurologue. D'accord, si vous avez un malade chez qui vous suspectez un AVC avec une occlusion, parce qu'il est grave, ou qu'il a une plégie, ou qu'il est dans le coma, n'hésitez pas à appeler le neuro pour savoir si ça vaut le coup d'aller faire une IRM et si ça vaut le coup d'aller discuter de la désobstruction. Hein, le neurologue et l'équipe de NRI. Ok, donc jusqu'à 24 heures. Voilà, donc on va passer à l'IRM. Bon, on va pas, encore une fois, on va pas faire un cours de radiologie poussé, mais je vais quand même aborder quelques notions un peu plus que l'IRM standard pour que vous sachiez au moins de quoi on parle, notamment quand on fait des IRM pronostiques chez les malades. Donc, globalement, l'IRM, ce que vous devez retenir en réa, c'est ça sert à dater l'accident vasculaire cérébral, l'infarctus cérébral, donc ce dont on vient de parler. Je vais vous montrer pourquoi. Et donc, il y a une sanction thérapeutique directe derrière, c'est effectivement la reperfusion avec un traitement interventionnel qui peut en découler en urgence. Donc, vous devez absolument savoir quand il faut faire une IRM et comment interpréter les séquences de l'AVC. C'est un examen qui est dans ces cas-là beaucoup plus sensible que le scanner hein, pour l'infarctus à la phase aiguë. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir une IRM dans le cas de l'AVC à la phase aiguë. Ça détecte aussi les hémorragies et les thromboses. Donc, on verra que certaines fois, c'est un peu moins bon que le scanner, mais globalement, ça reste quand même très bon pour ces maladies-là, hémorragiques et thrombotiques. Donc, voilà, si vous ne savez pas quoi chercher, qu'il y a un contexte ischémie et hémorragie, préférez plutôt l'IRM. On peut avoir aussi des angiogrammes, c'est-à-dire polygone de Willis, TSA, et on peut même en avoir sans avoir à injecter du produit de contraste. Donc, je vais vous montrer sur quelle séquence on a ça. Et c'est beaucoup plus sensible, enfin, que le scanner pour les anomalies de la fosse postérieure, qu'elles soient vasculaires, tumorales ou autres. Donc, globalement, c'est un examen quand même qui est beaucoup plus sensible que le scanner et qui est un peu tout en un. Vous pouvez un peu détecter toutes ces anomalies-là vasculaires. Donc, c'est quand même un examen qui est meilleur que le scanner hein, à retenir. Donc, on va voir un peu les séquences standards. Donc, celle-là, c'est celle que vous devez connaître pour votre pratique en réa. Bon, il y a le T1 sans et avec injection de gadolinium. Donc, c'est des séquences morphologiques. On va voir à quoi ça sert. La diffusion et la cartographie ADC. On va voir aussi à quoi ça correspond et comment l'utiliser. Le flair. Les séquences T2 étoiles, SWI ou SWAN, les séquences écho de gradient, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui vont nous servir pour les lésions hémorragiques, et les séquences angiographiques, donc les angiographies sans injection, ce qu'on appelle les séquences TOF, ou les angiographies avec injection. Est-ce que c'est des trucs qui vous parlent, ou est-ce que c'est pour l'instant complètement abstrait, vous n'avez encore jamais vu ça en pratique à l'hôpital? Est-ce que quelqu'un connaît un peu les séquences, comme ces séquences-là basiques de l'IRM? L'ADC, j'ai toujours retenu que c'était l'inverse de la diffusion, mais j'ai jamais vraiment compris ce que c'était pendant l'externat. D'accord. Et le SWI, je sais pas trop ce que c'est par rapport au T2 étoile, ça me dit rien. Mais sinon, le reste. Ok, on va voir tout ça un peu en détail. N'hésitez pas à m'arrêter, voilà, hein, pareil si ce n'est pas très clair. Dans un deuxième temps, on verra des choses un peu plus poussées, mais encore une fois, n'étant pas radiologue, je vous montrerai juste de quoi on parle quand on parle d'IRM de perfusion, de spectro-IRM ou de tenseur de diffusion. Donc, c'est des séquences un peu plus particulières qui prennent du temps à réaliser et ce n'est pas du tout des séquences qu'on fait dans l'urgence, mais on peut s'en servir en réanimation, notamment pour faire du diagnostic ou du pronostic. D'accord ?
Voilà, donc on y va pour la séquence diffusion. Celle-là, vous devez la connaître. Donc, globalement, c'est cette imagerie-là. Elle est facile à retenir parce qu'à reconnaître, vous voyez, elle est un peu floue. On dirait un peu une IRM un peu bougée et on ne voit pas du tout l'os autour. D'accord? Donc, celle-là, vous la retenez facilement comme ça. Et donc, ça va servir surtout à caractériser l'infarctus cérébral à la phase aiguë. Donc, je vous explique rapidement comment ça marche. Donc, ce qu'on appelle la diffusion, c'est les mouvements aléatoires des molécules d'eau dans les tissus. D'accord? Et donc, comment ça marche? Donc, dans l'IRM, vous savez qu'on applique un champ magnétique et donc les protons des molécules d'eau vont se mettre à diffuser dans le tissu. Et donc, c'est cette diffusion des protons qu'on va mesurer. Elle va être plus ou moins rapide. Donc, les structures à diffusion rapide, elles vont apparaître noires en hyposignal sur cette séquence, par exemple le LCR, d'accord? Donc, ça diffuse facilement dans le LCR, alors que les structures à diffusion lente, ça va moins bien diffuser, elles vont apparaître plutôt en hypersignal, donc c'est-à-dire en blanc, comme ici. Donc, par exemple, dans un territoire ischémique, ça diffuse moins, et donc c'est là qu'on voit apparaître un hypersignal. Okay, c'est ça le principe. Hein, voilà. Et donc, cette diffusion des protons, on peut la calculer, on peut la quantifier, c'est ça qu'on appelle l'ADC, ça veut dire coefficient apparent de diffusion, bon, en anglais, donc ça c'est inversé. D'accord? Et donc, on peut quantifier cette restriction de la diffusion. Donc ici, vous voyez un hypersignal. Donc ça, c'est un AVC, d'accord? C'est un infarctus. Dans un territoire vasculaire particulier, est-ce que vous savez de quelle artère il s'agit? La cérébrale postérieure. Voilà, donc hein, d'accord, c'est le territoire de l'ACP. Donc il y a un infarctus récent, puisqu'on le voit en diffusion, dans le territoire de la cérébrale postérieure. Et ça, c'est la cartographie ADC. Donc si vous voulez, c'est la diffusion quantifiée et on voit que l'ADC est abaissé. Ça veut dire que le coefficient de diffusion est bas, la diffusion des protons est abaissée et donc on sait bien que c'est une ischémie. Donc vous voyez, c'est la même chose. Et donc si vous avez de la chance, vous l'avez en couleur, mais souvent elle est en noir et blanc. Mais si votre radiologue fait une belle cartographie couleur, bah, ça donne ça. Vous voyez, ça c'est un ADC en noir et blanc, ça c'est une cartographie ADC en couleur. Donc vous voyez que la zone ischémiée, d'accord, bah, elle apparaît avec un ADC abaissé. Okay, donc ça signe l'ischémie cérébrale à la phase aiguë. C'est bon? Ouais. Ok. Ça ne sert pas que à ça, mais globalement, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Donc, SAS positif de manière très précoce, c'est pour ça que c'est assez utile. Dans les 30 minutes de souffrance ischémique, ça devient un hypersignal. D'accord? Donc, vous savez que l'AVC, il date au moins de 30 minutes quand vous avez un hypersignal en diffusion ici. D'accord? Là, l'ADC, vous voyez qu'il est abaissé. Et là, vous avez la séquence flair, on en reparlera après. Donc, vous voyez qu'on le voit déjà sur la séquence flair. Ça veut dire que l'infarctus date déjà de plus de 4h30. Quand le flair, on dit le flair est positif, ça veut dire que vous voyez l'AVC en diffusion et en flair, ça veut dire que vous êtes déjà à plus de 4h30. Et là, vous avez l'angiographie, le TOF, on va voir ça après aussi. Vous voyez qu'il manque une carotide, d'accord, et que la sylvienne circule très peu, elle circule parce qu'elle est alimentée par la communicante, mais globalement, il y a une occlusion de la carotide. Ok. Donc ça persiste, cet hypersignal en diffusion dans les AVC environ 10 jours, mais ça peut persister un peu plus longtemps, parfois quelques semaines, parfois 15 jours, 3 semaines. Voilà, la diffusion, ça ne sert pas que à ça. Ça sert aussi dans plein d'autres diagnostics, notamment les infections. Par exemple, là, c'est une encéphalite herpétique. Donc, vous voyez ici, en diffusion, il y a un hypersignal qu'on retrouve aussi en flair au niveau du lobe temporal. Ça sert aussi dans certaines maladies métaboliques. Donc, à ce moment-là, on a plutôt des hypersignaux symétriques qui touchent les noyaux gris centraux, le corps calleux. Par exemple, ici, c'est une carence en marquia-fava chez un patient alcoolique. D'accord, on voit un hypersignal du corps calleux et ici des thalamies. D'accord. En post-critique, ça peut être intéressant. Ici, vous voyez, l'anomalie, elle est là. Donc, tout ce qui est blanc en hypersignatif, c'est pas normal. Comment vous savez que c'est pas un AVC, ça? Il y a plusieurs choses. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? La substance grise n'est pas touchée. Alors, la substance blanche n'est pas touchée. As, effectivement, en gros, c'est le ruban cortical qui est surtout en hyperdiff. D'accord? On dit qu'il y a un hypersignal du ruban cortical, mais effectivement, en dessous, ça a l'air plutôt normal. Et surtout, c'est pas systématisé un territoire vasculaire. Tu vois, là, on est sur le territoire de la cérébrale moyenne, alors que là, c'est la cérébrale antérieure. Alors, on peut toujours avoir les deux, mais effectivement, le fait qu'au milieu, enfin, qu'il y ait une atteinte que du cortex, ça fait plutôt effectivement per ou post-critique. D'accord? Donc, on peut avoir des anomalies à la phase aiguë de l'épilepsie en diffusion.
Ok. Et puis, ça sert dans d'autres diagnostics. Par exemple, ici, c'est un Creutzfeldt-Jakob. Donc, on voit des anomalies en diffusion ici sur les thalamies, comme ça, en cross, qu'on dit en cross de hockey, et puis cortical. Donc, ça, c'est assez caractéristique. D'accord? Donc, ça sert à plein de choses. Mais pour retenir pour vous, c'est la séquence de l'AVC à la phase aiguë. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Voilà. Ensuite, on passe au flair. Est-ce que c'est bon pour la diffusion? Moi, j'ai juste une petite question par rapport à ça. Ouais. Du coup, finalement, ça sert à quoi ça nous apporte quoi l'ADC par rapport à la diffusion simple? Alors, tu peux avoir quand tu as un doute diagnostique, tu n'es pas sûr que ce soit un infarctus, l'ADC ABC va te confirmer que c'est bien de l'ischémie. On va le voir après dans d'autres exemples. Tu peux avoir des hypersignaux en diffusion dans d'autres maladies où l'ADC sera élevé. Et dans ce cas-là, ça te permet de basculer sur un autre diagnostic. On en parlera tout à l'heure. Mais encore une fois, voilà, la diff, elle peut être positive dans plein d'autres maladies que l'infarctus cérébral. Et parfois, ce n'est pas évident de faire le diagnostic et donc ça va te servir à caractériser d'autres choses, des tumeurs, dans le presse aussi, on pourra s'en servir. Enfin, voilà, je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Ok, merci. Voilà. Ensuite, le flair, c'est la deuxième séquence à connaître. Donc, elle est souvent faite quasiment sur toutes les IRM cérébrales. Donc, c'est un T2 avec annulation du signal du LCR qui est donc noir. Donc, vous vous rappelez T2, la substance blanche est grise, alors que le cortex est plutôt blanc. Donc, c'est l'inverse du T1. Sauf que là, on annule le signal du LCR qui devrait être blanc, il devient noir. Donc, ça, c'est le flair. D'accord? Donc, globalement, si vous prenez l'habitude de regarder systématiquement les IRM de vos malades, vous allez très facilement la reconnaître, cette séquence, on s'en sert tout le temps. Et donc, elle va être très utile également à la phase aiguë de l'infarctus cérébral. Donc, elle va se positiver à 4h30 ou après 4h30 en tout cas. D'accord ? Donc, c'est important parce que, comme tu le disais tout à l'heure, les indications de la thrombolyse, effectivement, c'est 4h30. Si le flair est positif, on ne peut plus thromboliser. Il n'y a plus de bénéfice pour le malade. Donc là, par exemple, vous reconnaissez la diff. Ok, il n'y a pas l'os autour, c'est tout flou. Il y a un hypersignal du territoire sylvien profond. Est-ce qu'on le voit en flair? Ça commence un petit peu à blanchir, mais franchement, on ne le voit pas beaucoup. D'accord? Par contre, on voit un signe, alors que je vous montre qu'on voit mieux ici. Est-ce que quelqu'un voit, est-ce qu'il y a autre chose à voir sur cette IRM? Il y a un truc qu'on ne voit pas de ce côté. Qu'on voit de ce côté et qu'on ne voit pas de ce côté. C'est un peu dur si vous n'avez jamais vu, mais c'est ce qu'on appelle des flux lents. On appelle ça le signe du spaghetti. Vous voyez ici, il y a plein de petits vaisseaux qui apparaissent blancs, là, qui apparaissent en hypersignal, qu'on ne voit pas du tout de l'autre côté. D'accord? Donc ça a traduit un ralentissement du flux artériel dans le territoire sylvien, d'accord? Ou des collatérales s'est développé, mais ça veut dire que la circulation globalement ne se fait pas bien. Et donc, ça veut dire que vous avez très probablement une occlusion proximale. D'accord? Donc, ce signe-là, il est assez important à rechercher parce que si vous avez ça, vous savez déjà quasiment qu'il y a une occlusion proximale et que votre malade, vous allez probablement le proposer en thrombectomie. D'accord? Donc ça, c'est important à rechercher à la phase aiguë, un petit signe à connaître, les flux lents. Ici, la même chose, sauf que malheureusement, c'est déjà plus de 4h30. Vous voyez, hypersignal en diffusion, et on le voit déjà franchement sur le flair. Et cet hypersignal-là, il y a un infarctus contralatéral, on le voit déjà aussi un petit peu ici. Okay, donc lui, il est dépassé pour la thrombolyse. Okay, donc les flux lents, c'est un peu l'équivalent de la trop belle artère que vous voyez sur le scanner. C'est un peu un signe indirect de thrombose d'amont. Okay, voilà, donc ce qu'il faut retenir sur le flair dans l'AVC à la phase aiguë. Ça sert aussi à d'autres choses, encore une fois, comme la diffusion. C'est une séquence qu'on utilise beaucoup dans plein de maladies. Déjà, sur le flair, vous pouvez voir beaucoup de choses séquelaires chez le malade. Par exemple, c'est une séquelle probablement de trauma crânien ou d'AVC, mais ça fait plutôt trauma. Vous pouvez voir de la leucopathie vasculaire, ce qu'on appelle la leucoaraiose. Donc, c'est toutes ces petites taches-là, c'est plein de petits infarctus, des petites artères. Et quand ça devient vraiment très évolutif, ça donne des plages comme ça d'hypersignal flair confluente. C'est ça qu'on appelle la leucoaraiose, d'accord? Donc ça, c'est un stade de 3 très évolué. Donc, ça traduit quand même une maladie des petits vaisseaux chroniques chez ce malade. Okay, on peut s'en servir dans d'autres diagnostics, le vascularite, les tumeurs, etc. Okay, donc le flair sert à plein de choses, mais vous devez savoir l'utiliser à la phase aiguë de l'infarctus. Est-ce que c'est bon pour le flair? J'avance? Oui. Ok. Voilà, c'est ce que je vous disais, donc ça sert dans d'autres pathologies. Je vous ai mis quelques exemples.
Tout à l'heure, on parlait de l'encéphalite herpétique, hein, c'est la même image. Donc, vous voyez, là, il y a un hypersignal flair qui est plutôt cortical et sous-cortical, qui n'est pas systématisé très bien en territoire artériel. Ça dépasse un peu le territoire ACM et ACP, d'accord? Donc, ça, c'est une encéphalite. Ça, c'est une tumeur cérébrale. Donc, vous voyez en flair, on voit très, très bien l'œdème périlésionnel qui apparaît en hyperflair ici, là, tout ce qu'on voit en blanc autour de la tumeur, alors que la tumeur est plutôt en hypo ou iso T2. Elle va très fortement prendre le contraste. D'accord. Et ça, c'est une tumeur gliale assez infiltrante qu'on voit ici aussi en hyperflair. Donc, vous voyez qu'il va nous servir dans plein d'autres maladies. D'accord. Voilà. Ensuite, on passe aux séquences de susceptibilité magnétique. Donc, ce que tu me disais tout à l'heure, tout ce qui est SWI, SWAN, T2 étoile ou T2 écho de gradient, elles vont avoir un peu des noms différents selon ce qu'on utilise dans vos centres de radiologie. Mais globalement, il faut retenir que pour nous, réanimateurs, ça sert à peu près à la même chose, toutes ces séquences-là. Ça sert à dépister les lésions hémorragiques et les lésions de thrombose aiguë, d'accord? Donc, elle est facile à reconnaître. Ces séquences-là sont faciles à reconnaître. Elles sont très blanches, vous voyez? Elles sont toutes blanches. Et ce qui va être anormal hémorragique va apparaître en noir, c'est-à-dire en hyposignal, d'accord? Donc, c'est en gros le sang, les produits de dégradation de l'hémoglobine et l'hémosidérine qui vont apparaître en hyposignal. Donc, vous allez pouvoir dépister des hématomes intraparenchymateux. Donc, par exemple, là, c'est un gros hématome lobaire, d'accord? Vous allez pouvoir voir aussi directement le thrombus. Donc, quand vous avez une occlusion artérielle proximale avec un gros thrombus, vous le voyez ici, d'accord? Il y a un hyposignal à l'intérieur de l'artère cérébrale moyenne qu'on ne voit pas du tout de l'autre côté. D'accord? Et c'est ça qui occlue l'artère et c'est ça qu'ils vont chercher en neuroradiologie interventionnelle. OK? Donc ça, c'est un thrombus frais. D'accord? Donc indication de thrombectomie si le délai nous le permet. Thrombus aussi dans les veines. D'accord? Ici, on voit une thrombose veineuse cérébrale. Donc vous voyez ici qui est en hyposignal. OK? Donc, pas toujours évident à voir hein, dans les sinus. Donc, parfois, on peut même avoir besoin, si c'est selon l'âge du thrombus, d'avoir un scanner pour compléter un peu les choses et être certain du diagnostic. Mais bon, là, ça fait peu de doute. Et puis, hémorragie méningée. Donc, par exemple, ici, vous avez dans les sillons corticaux, là, dans l'espace sous-arachnoïdien, du noir. Donc, ça, c'est pas normal. C'est du sang. D'accord? Donc, c'est de l'hémorragie dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et ça sert à voir d'autres lésions, par exemple les lésions axonales dans les traumatismes crâniens, les microbleeds. Je vais vous en montrer là, par exemple, c'est ce qu'on appelle un microbleed, c'est une lésion micro-hémorragique qui est liée à une maladie des petites artères cérébrales, très probablement, hein, liée globalement à l'hypertension. Voilà. Donc, lésion hémorragique pour ces séquences de susceptibilité magnétique et on va voir qu'on peut dater le saignement à partir de cette séquence, même si ce n'est pas toujours évident. Et un petit truc, parce que souvent on me pose la question quand on regarde les IRM, un diagnostic différentiel qu'il faut connaître, c'est les calcifications, notamment des noyaux gris centraux qui sont assez fréquentes et non spécifiques. Si vous voyez ça, bah vous voyez sur le scan, en fait, c'est des calcifs. Hein, c'est très blanc au scanner. Donc ça, c'est pas pathologique et c'est assez fréquent qu'on voit ce genre de choses sur les séquences T2 étoiles. Les microbleeds, on les a pas aussi dans l'endocardite? Les microbleeds, on peut en avoir dans plein de maladies, dont, tout à fait, tu as raison, dans l'endocardite infectieuse, parce qu'il y a un phénomène de vascularité cérébrale qui peut survenir au cours de l'endocardite, et donc les micro-vaisseaux sont altérés, inflammés, et ils peuvent se boucher, donc ça peut donner des infarctus, et ils peuvent aussi saigner, et ça peut donner des lésions micro-hémorragiques. D'ailleurs, dans la plupart des vascularites cérébrales, tu en as. Et il y en a dans d'autres maladies, donc la fameuse maladie des petites artères hein, d'origine hypertensive ou l'angiopathie amyloïde, mais dans ce cas-là, ils sont de disposition un peu plus périphérique. Donc il y a pas mal de maladies qui peuvent donner des lésions de type microbleed qu'on peut parfois différencier selon leur localisation. Et ce n'est pas toujours facile. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous le détailler, parce que d'abord, je serais bien incapable de le faire en détail, mais c'est pour vous dire que si vous avez un bon radiologue, normalement, sur une séquence T2 étoile, il peut essayer de dater le saignement. Parfois, il faut un scanner en complément, parce que c'est parfois plus simple. Hein. Si on voit hyperdense sur le scan, on sait que c'est récent. Mais en fonction de la dégradation de l'hémoglobine hein, qui va être relâchée au moment du saignement, donc il y a tout un processus, elle va se dégrader en hémosidérine qui va être phagocytée par les acrophages, le signal IRM va changer en fonction de ces étapes-là. Et donc vous voyez une séquence T1 et T2 de manière simultanée aux différents stades de l'âge de l'hématome, pardon, ça va changer. Et donc, à la phase chronique, par exemple, un hématome, il va être en hyposignal sur le T2 étoile avec une couronne avec une couronne d'hémosidérine
en hypo, comme ici. Vous voyez, il y a la couronne et puis le centre, il est blanc. Et sur le T1, on ne le verra plus, donc ce sera en hypo T1. D'accord? Donc à chaque stade, en fonction de l'âge de l'hématome, les séquences T1 et T2 vont changer. Et quand votre radiologue connaît ça par cœur, il va pouvoir vous donner une estimation de l'âge de l'hématome, mais honnêtement, ce n'est pas évident. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que ça existe et qu'on peut faire ça. Voilà, ensuite on va passer à la séquence TOF, si vous n'avez plus de questions sur le T2 étoile. C'est clair ou c'est un peu... ça va vous... Bon, je continue. Donc, qu'est-ce que c'est le TOF? Finalement, c'est une angiographie, mais on n'a pas besoin d'injecter de produit de contraste. Ça veut dire time of flight, c'est l'angiographie en temps de vol. Donc, comment ça marche? En gros, ça va analyser le flux sanguin circulant dans les artères. Donc, c'est ça, hein, c'est cette séquence-là. Donc, on voit le polygone de Willis. On voit très peu les artères plus distales, d'accord? Donc, c'est essentiellement fait pour voir les lésions assez proximales, donc les occlusions, les sténoses, voilà, l'athérome important. Et donc, à la phase aiguë de l'AVC, vous avez bien compris que ça va être très, très utile puisque on va pouvoir diagnostiquer l'occlusion vasculaire. Donc, par exemple, ici, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée, il y avait un gros thrombus dans l'artère sylvienne. Là, c'est confirmé, il manque bien une branche. Hein, d'accord? Donc là, vous voyez une belle sylvienne avec ses deux branches M2. Ici, ch'touk, il se passe quelque chose, hein, il y a une occlusion M1 distale M2. Okay, et donc, il manque une branche sur le top. Ici, pareil, il manque carrément la carotide. D'accord? Là, c'est la carotide interne, hop, qui va donner la sylvienne. Ici, de l'autre côté, elle n'y est pas. D'accord? Donc, on voit un petit filet de sylvienne qui est probablement alimenté par la communicante antérieure, mais globalement, la carotide est bouchée. D'accord? Et donc là, en post-thrombectomie, vous voyez qu'on a retrouvé la carotide et on a retrouvé une sylvienne. Okay. Là, c'est un exemple de sténose. Donc le TOF, c'est un examen qui majore un peu les sténoses. Il n'y a pas d'injection, donc ça ne va pas bien mouler les parois de l'artère. Vous n'allez pas pouvoir bien caractériser une sténose. Et souvent, elle est un peu majorée par rapport à son degré réel. Mais vous voyez, là, on voit très nettement qu'il se passe quelque chose. Il y a probablement une grosse plaque d'athérome, alors que de l'autre côté, l'artère est plus régulière. Donc là, hop, sténose de la cérébrale moyenne. Okay. Et il y a un infarctus d'aval. Donc ça peut être intéressant aussi pour voir les sténoses. Et puis évidemment, vous pouvez voir d'autres grosses anomalies vasculaires, notamment ici, il y a un gros anévrisme cérébral. Vous le voyez déjà, pas besoin d'un angioscanner. Il est tellement gros que sur le TOF, ça suffit. D'accord? Donc on peut voir des MAF, des anévrismes sur cet examen, même si c'est un examen un peu grossier. Okay, donc très utile à la phase aiguë des événements vasculaires. Et vous pouvez aussi demander donc, une angio-IRM injectée avec une injection de gadolinium. Donc là, ça va être plutôt utile pour l'étude des troncs supraortiques. Alors, vous verrez aussi toujours le Willis, mais vous voyez, souvent, on le voit comme ça. Ce n'est pas un très bon examen pour voir le Willis. Il vaut mieux demander un TOF en plus. Mais en tout cas, vous devez demander l'angio-IRM des TSA si vous voulez une étude des TSA à la phase aiguë, encore une fois, de l'AVC. D'accord ? Donc, ça se présente comme ça, on vous fait souvent les reconstructions. Donc, ici, vous avez l'artère carotide, d'accord, droite, donc avec l'artère carotide interne, hop, qui va jusqu'en haut en intracrânien, qui donne la sylvienne. Ici, vous voyez qui fait un peu des spaghettis, là, l'artère vertébrale, d'accord, qui rejoint son homologue de l'autre côté pour donner le tronc basilaire, ok. Ah, excusez-moi. Et là, vous voyez l'artère carotide contralatérale, qu'est-ce qui se passe? On arrive ici au bulbe et hop, il y a une section très nette et on voit que l'externe. On ne voit plus la carotide interne. D'accord? Donc là, il y a une occlusion de la carotide interne cervicale au niveau bulbaire ou susbulbaire immédiat. Okay. Ici, c'est un peu donc même artère, mais cette fois-ci, on voit il y a une sténose très serrée, puis au-dessus, ça recircule, on a de la chance, mais ici, il y a une grosse plaque d'athérome avec une sténose, d'accord, et il y a un infarctus cérébral d'aval qui fait plutôt jonctionnel. Okay. Donc, si vous avez ça fait un infarctus plutôt jonctionnel, il faut aller voir les TSA, et vous voyez là, le problème de ce patient, c'est cette sténose. Donc, il faut discuter de l'opérer rapidement. Ok. Donc ça, c'est pour l'angio-IRM des TSA. Vous pouvez aussi demander une angio-IRM veineuse, donc injectée pour les diagnostics de thrombose veineuse cérébrale. Donc par exemple, ici, pareil, si on vous fait les reconstructions, vous voyez qu'il manque le sinus latéral. Et si vous regardiez bien, hop, sur le T2, ici, vous aviez un gros thrombus, en fait, en sinus qu'on voyait déjà. Sur le T2 étoile, la séquence, vous vous rappelez, on voit les thrombus frais, ici, on voit très bien la thrombose dans le sinus. OK ? Donc, angio-IRM avec gadolinium, c'est TSA et temps veineux. OK.
Voilà, un petit rappel, mais ça, je vous fais pas peut-être l'affront de... On revoit le polygone rapidement ou c'est bon? Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, ok. Bon, Ah, les territoires surtout. c'est ça, les territoires, on ne va pas les revoir en détail, mais l'idée, c'est que vous devez connaître à peu près les territoires. On ne peut jamais tout connaître en détail, notamment sur ces zones-là, par exemple, le thalamus qui est vascularisé par plein de trucs. Mais il ne faut pas hésiter à ressortir votre petit atlas. Vous allez sur Internet et on s'en sert régulièrement. Si vous ne savez pas très bien quel territoire c'est, hop, vous allez regarder. Il ne faut pas hésiter. Donc, par exemple, là, je vous ai mis grossièrement ce qui est rouge, c'est le territoire de la cérébrale moyenne. Ce qui est vert, c'est le territoire de la cérébrale antérieure, d'accord? Ça, vous devez connaître. Et ce qui est bleu, c'est le territoire de la cérébrale postérieure, comme on a vu tout à l'heure. Okay, mais il y a des zones, notamment fosses postérieures, ou ici, hein, sur le territoire, sur les noyaux centraux, qui sont vascularisés par plusieurs artères et plusieurs branches de ces gros troncs. Donc, quand ça devient un peu plus compliqué, ben, soit vous demandez à votre radiologue, soit vous sortez votre petit atlas. Et donc, le polygone de Willis, ben, comme on disait tout à l'heure, vous avez les artères, donc carotide interne, hop, qui arrivent dans le crâne, qui vont donner les artères, pardon, qui arrivent là, les artères cérébrales moyennes et les artères cérébrales antérieures. Ok. Là, il y a la communicante antérieure et deux artères à connaître qui partent donc de la carotide interne, l'artère ophtalmique et l'artère choroïdienne antérieure, qui va vasculariser une partie de la capsule interne notamment. Okay. Et la circulation postérieure, on a les artères vertébrales, hop, qui se rejoignent pour donner le tronc basilaire, qui va donner les deux artères cérébrales postérieures. D'accord. Et puis on a de là la vascularisation cérébelleuse, donc les cérébelleuses supérieures, les AIK, antéro-inférieures cérébellaires artérielles, donc c'est les cérébelleuses moyennes, entre guillemets, et puis celles qu'on appelle les PICA, elles ont une petite particularité, c'est qu'elles naissent des artères vertébrales et non pas du tronc, d'accord. Donc les PICA, c'est postéro-inférieure cérébellaire artérie. Donc c'est les branches des PICA qui donnent les fameux syndromes de Wallenberg quand elles se bouchent, hein, l'atteinte de la fossette latérale du pulpe. Donc ça, il faut connaître aussi. Voilà, donc juste le message de cette diapo, c'est n'hésitez pas à aller revoir un peu votre territoire vasculaire si vous pensez que vous êtes devant un AVC et que vous ne savez plus trop où vous êtes. Hein, c'est toujours utile de revoir ça. Pareil, les veines, on ne vous demandera pas de connaître bien l'anatomie veineuse, mais voilà, sinus longitudinal supérieur, sinus longitudinal inférieur, le sinus droit, les sinus latéraux, le sinus sigmoïde qui se jette dans la veine jugulaire, le sinus caverneux, d'accord, sinus pétreux supérieur et inférieur, et puis après il y a les veines cérébrales internes, bon, vous n'êtes pas obligé de connaître, mais la veine basale de Rosenthal, la grande veine cérébrale de Gagnon, voilà, il faut avoir une idée un peu de l'anatomie veineuse aussi pour notamment au moins chercher les thromboses sur les gros sinus. Voilà, c'était un petit rappel, un petit aparté. Et enfin, la séquence T1 avec injection de gadolinium. Donc celle-là, elle va être surtout utile dans la pathologie infectieuse et tumorale. Donc vous aurez c'est moins de l'urgence, d'accord, mais vous aurez affaire à ça en auréa. Donc par exemple, là vous voyez une lésion sur le flair hein, qui est plutôt hypo-intense avec pas mal d'œdème périlésionnel, donc ça fait quand même assez tumoral. On voit cette lésion en hyper-diff, donc DWI c'est la diffusion. Si vous injectez le gadolinium, on voit que cette lésion se rehausse très fortement de manière hétérogène. Elle traverse le corps calleux, etc. C'est probablement un lymphome. Okay, donc c'est une tumeur qui se rehausse fortement. Ici, ça ressemble plutôt à quoi? La séquence du bas, là. Je ne sais pas si quelqu'un veut décrire. Une cocarde. Ouais. Donc c'est avec un rehaussement périphérique, avec une diffusion positive, donc il y a de l'œdème à l'intérieur, c'est de l'eau. Et puis avec un petit œdème périlésionnel qu'on voit en T1, mais s'il y avait un flair, ça flasherait en blanc. D'accord, ouais, donc c'est l'œdème cytotoxique, en fait c'est un abcès, d'accord, donc effectivement à l'intérieur c'est purulent où il y a de la nécrose et donc une atteinte, une destruction cellulaire, c'est un hyperdif comme tu l'as très bien dit, et il y a une prise de contraste en cocarde avec effectivement un peu d'œdème périlésionnel qu'on verrait tout à fait en blanc sur le flair. Ici au-dessus, c'est d'autres choses un peu normales, je ne sais pas si vous avez peut-être moins l'habitude d'en voir, mais vous voyez ici, donc c'est aussi un tergado, il y a un rehaussement tout à fait pathologique de toute la dure-mère, de toute la pachyméninge qui apparaît très épaisse comme ça. Ici aussi, là, au niveau de la tente du cervelet, donc partout. Ça s'appelle une pachyméningite, d'accord? Tuberculose. Ouais. Ça fait évoquer une tuberculose.
Ça peut faire évoquer une tuberculose, d'accord? Donc, c'est une des maladies, des méningites qui donnent ça, mais il y a d'autres méningites infectieuses qui donnent ça, ou des atteintes du système nerveux central de type auto-immune, ce genre de choses, IgG4, etc. Mais oui, ça fait partie, en tout cas, c'est de la méningite avec une atteinte de la dure mère. Donc, ça peut être tout à fait infectieux. Ok, donc voilà, T1GADO, ça sert dans plein de choses aussi. Ce n'est pas une séquence de l'urgence, mais elle va vous servir dans ce genre de pathologie-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est les séquences que vous devez un peu connaître, d'accord? Et que vous devez savoir quand les demander au radiologue et à peu près savoir les regarder. Ça vous servira en tout cas en réa. Il y a des questions sur cette première partie? Moi, j'en ai une, finalement, pour un patient qui a des troubles de conscience, un retard de réveil en réanimation, du coup, on fait le scanner ou on fait plutôt l'IRM? Enfin, vous préconisez quoi en premier? Alors, le retard de réveil, c'est une situation particulière. On va en parler là dans cette deuxième partie. C'est pas du tout quelque chose à investiguer en urgence parce que tu es sur une phase où ton malade il a déjà été dans le coma, il est déjà allé en réa et c'est un retard de réveil qui peut avoir plusieurs causes. Mais on est plutôt dans l'évaluation pronostique. D'accord? Donc là, c'est là qu'on va utiliser ces séquences, parfois des séquences particulières qu'on va voir là dans la deuxième partie. Mais en tout cas, évidemment, faire un scanner en premier quand ton malade ne se réveille pas, si tu suspectes, j'en sais rien, un renseignement ou quelque chose comme ça, oui, ça peut toujours être utile. Une hydrocéphalie, un truc que tu verras facilement sur le scanner. Mais si ton scanner ne te donne rien de plus que le scanner de l'entrée, à ce moment-là, oui, il faut faire une IRM. Pourquoi? On l'a dit, hein, notamment, par exemple, un AVC du tronc que tu ne verras pas au scanner parce que c'est en fosse postérieure, tu peux tout à fait le démasquer sur une IRM sur la séquence de diffusion et de flair. D'accord? Simple exemple, il peut y avoir plein d'autres causes au retard de réveil en réanimation et des choses qu'on va pouvoir diagnostiquer sur l'IRM. Donc le message, c'est plutôt IRM cérébrale quand on peut et que le réveil se fait tarder. Okay, Et ben, très bonne transition, du coup on va enchaîner. Alors, tout ça n'est pas à retenir, pardon. Alors, je vais retourner en arrière, je ne peux pas. Alors, excusez-moi. Bon. Je suis désolée, je vais vous enlever l'écran de partage juste. Ah non, ça ne marche pas. Mettre le partage en pause, voilà. Vous ne voyez plus l'écran là, c'est ça? Si, on le voit encore. Oh, ouais. Ah, voilà, c'est bon. Donc, voilà, on va commencer avec la perfusion. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler d'IRM de perfusion? Pas du tout. Vous n'avez jamais utilisé ça, ça ne vous dit rien? Bon, en gros, vous en entendrez parler, un, dans la pathologie vasculaire, d'accord, donc dans l'AVC, et puis deux, dans les pathologies autres infectieuses tumorales. Donc, ça sert finalement à faire le pronostic de l'atteinte tissulaire, donc ce qu'on appelle la zone de pénombre, dans l'AVC à la phase aiguë. Donc, ça va permettre de mesurer indirectement la baisse du volume sanguin cérébral dans une zone donnée, sélectionnée, hein, qu'on a sélectionnée en IRM, donc qu'on suspecte être pathologique. Donc, il y a deux types d'imagerie de perfusion. La première, c'est une imagerie qui est sans injection de produit de contraste, qu'on appelle l'ASL, pour Arterial Spin Labeling. Alors, ça ne sert à rien de savoir exactement comment ça marche, mais l'idée, c'est qu'il y a un marquage des protons par radiofréquence au niveau des vaisseaux du cou. Et on va faire après des acquisitions d'images qu'on va comparer à des images avec protons non marqués et on va calculer de manière relative le débit sanguin cérébral qu'on va pouvoir reporter sur une cartographie. Donc ça ressemble un peu à la cartographie ADC qu'on avait tout à l'heure, sauf que là, ça nous donne le volume sanguin cérébral circulant. En tout cas, de manière quantitative, c'est mesuré en cartographie. Donc vous aurez les cartographies en couleur et à côté, il y aura une petite échelle avec le radiologue qui aura mis le rouge, c'est une hypoperfusion et le bleu, c'est une perfusion normale. D'accord? Donc ici, tout est bien. Vous avez un flair là. Vous voyez que l'imagerie est normale. Mais si votre malade a par exemple une hémiplégie et que vous ne comprenez pas pourquoi et que votre radiologue a fait une imagerie de perfusion, bah vous voyez qu'ici il y a toute une zone qui est hypoperfusée, d'accord, et donc il peut y avoir des lésions, un infarctus cérébral qu'on ne voit pas encore sur le flair, mais il peut y avoir une zone de souffrance avec un débit sanguin cérébral diminué dans la zone qui est en train de s'infarcir. Okay, donc ça peut servir à ça, à la phase aiguë de l'AVC, par exemple, et
Donc là, je vous montre un exemple concret. Donc votre malade qui a un IHSS 20, hémiplégie gauche, héminégligence gauche. Vous voyez ça, c'est quelqu'un veut se lancer sur rapidement. On va pas trop traîner. Là, le petit B là, c'est quelle séquence? Ce qu'on a vu tout à l'heure. Facile. Alors Marie, je me demande s'il n'y a pas un souci de diapo, parce que là on ne voit plus votre curseur. Ah, alors, vous êtes sur la diapo où il y a mismatch, c'est ça? Oui. Oui. Là, vous ne voyez pas quand je bouge la flèche? Non. Alors, Est-ce que vous pouvez essayer de quitter le mode plein écran et de revenir en mode plein écran? voilà, c'est bon là, vous devez voir. Ouais. Là c'est bon, c'est beaucoup mieux. Si quelqu'un veut se lancer, ça, c'est quelle séquence et qu'est-ce qu'on voit? C'est une diffusion. Ouais. Et on voit pas grand-chose. Enfin, on voit un léger hypersignal en diffusion au niveau du thalamus droit. Alors, on est un peu plus haut que le thalamus, mais l'idée, c'est dans quel territoire? C'est dans le territoire cérébral, sylvien, cérébral moyenne. Profond. Ouais. On voit même un petit peu là en superficiel. Donc c'est probablement un AVC à la phase aiguë. Et effectivement, la diffusion ne flash pas encore beaucoup, donc on n'est pas très loin des 30 minutes ou 1 heure, mais effectivement, c'est un AVC à la phase très précoce. Cette séquence-là. Blanc en cortical et gris en substance blanche, c'est un T2, c'est un flair. Oui, exactement. Flair parce que le liquide est noir. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois? C'est le même. Justement, rien. Alors, tu vois pas rien. En tout cas, tu vois pas l'hypersignal que tu vois en diffusion. Il apparaît pas sur le flair. Un léger effacement des sillons à droite. Un petit peu. Et surtout, par rapport à l'autre côté. Il y a un autre signe. Là, tu sais que ton patient il a un infarctus sylvien profond. Donc, il a probablement, enfin, il peut avoir en tout cas une occlusion proximale. Donc, signe indirect à rechercher sur le flair. Les spaghettis, là, on voit les spaghettis. Vous les voyez? Ils sont là, regardez. Hop, un beau fluent là, ici, ch'touk, et ici aussi. D'accord? Et donc, ce malade-là, si vous lui faites l'IRM de perfusion, bah, vous avez vu, il a un territoire, donc ce qu'on appelle la zone de pénombre, en train de souffrir, qui est beaucoup plus large que ce qu'on voit sur les 2 premières séquences. Donc, si vous le laissez sans rien faire, il va ischémier tout ça. D'accord? C'est ça un peu l'intérêt de l'IRM de perfusion à la phase aiguë. C'est ce qu'on appelle le mismatch. D'accord? Donc là, il peut y avoir un mismatch radioclinique, mais aussi un mismatch entre, par exemple, le flair, la diff et la perfusion. Donc ça permet d'évaluer à la phase précoce la zone de pénombre et donc le territoire à sauver, puisque celui-là, il n'est pas encore constitué en flair. Donc, si on revascularise le malade, qu'on le reperfuse, il va récupérer tout son parenchyme. OK? Et donc là, on voit bien, donc ça c'est une ARM TSA, mais on voit un peu le Willis et on voit qu'il y a une occlusion M1 proximale. Vous voyez, on ne voit pas l'artère sylvienne alors qu'ici on la voit très bien. Okay, donc exemple d'application de l'IRM de perfusion. Voilà. Et ensuite, il y a une autre méthode d'IRM de perfusion avec injection de gadolinium. Donc là, c'est un peu différent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, d'abord parce que je ne connais pas très bien les IRM avec de perf, voilà, pour vous en parler comme un radiologue. Mais l'idée, c'est qu'on injecte du gadolinium et qu'on va comparer 2 régions d'intérêt. Une région qu'on suspecte pathologique à une région contralatérale qu'on prend en général dans la substance blanche. Et on va voir quand, à quelle vitesse arrive notre bolus. Et donc, ça va nous donner indirectement un reflet du volume sanguin cérébral dans la zone d'intérêt. Et donc, il va y avoir une baisse de signal sur l'IRM quand votre bolus arrive, et on va vous présenter des courbes, et donc ça va se traduire comme ça. Hop, vous voyez à T0, hop, le bolus arrive dans le parenchyme. L'amplitude, donc au time to peak, c'est ici. Donc, plus la courbe et l'amplitude est importante, plus le volume sanguin cérébral relatif est important, donc plus il y a une vascularisation dans la zone que vous étudiez qui est importante. Et puis ensuite, ici, hop, le volume s'en va. D'accord? Et donc, avec tout ça, ils vont pouvoir calculer tout un tas de trucs. Donc, l'air sous la courbe, c'est le RCBV. Vous verrez ça parfois dans des comptes rendus. Ça veut dire relatif cérébral blow de volume. D'accord? Et la courbe, en fonction de comment arrive votre bolus dans le territoire étudié, elle va être plus ou moins décalée vers la droite, plus ou moins ample, etc. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir étudier plein de choses, pas que des maladies vasculaires, mais aussi des atteintes tumorales. Ça peut servir à plein de choses. Donc, quelques exemples. Donc, si vous avez votre volume sanguin cérébral relatif qui est très augmenté par rapport à la zone saine, donc par exemple,
Ici, vous voyez, il y a une grosse prise de contraste en T1. Vous voyez qu'il y a une lésion. Vous allez mettre une région d'intérêt ici et une région d'intérêt contralatérale ici où vous pensez que c'est sain. Et vous allez, donc ça c'est la courbe verte, ça c'est la courbe violette. Et vous allez comparer l'arrivée du bolus dans ces deux zones. D'accord ? Et en fonction de la courbe, vous allez pouvoir dire il y a une une hypoperfusion, des arguments pour de la rupture de barrière, etc. Et donc évoquer différents diagnostics. Ici, à l'inverse, par exemple, on a pris ces deux régions d'intérêt-là. Ici, c'est la courbe alors blanche ou bleu clair, je ne sais pas si vous voyez. Ici, c'est la courbe violette. Et vous voyez que la courbe violette, il y a un RCBV qui est beaucoup moins important. Et en plus, le bolus arrive un peu plus tard. Donc, il y a une hypoperfusion de cette zone par rapport à celle-ci. D'accord ? Et donc, en fonction de ces données-là, on va pouvoir évoquer plein de diagnostics différents selon ce qu'on cherche. Donc, dans les tumeurs cérébrales, ça peut aider à faire un diagnostic sur le type de tumeur. D'accord ? Ça peut aider dans les lésions infectieuses à diagnostiquer est-ce que c'est un abcès, est-ce que c'est autre chose. Dans l'ischémie aussi, évidemment, ça peut servir, mais on n'a pas vraiment besoin de ça dans la l'AVC à la phase aiguë. Mais voilà, c'est des séquences un peu particulières qui prennent un peu plus de temps à réaliser, qu'on peut utiliser dans plein de maladies différentes. C'est juste pour que vous en ayez entendu parler. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Et enfin, un petit mot qui peut servir dans la pathologie vasculaire à la phase aiguë. Si vous n'avez pas accès à l'IRM, que vous avez par exemple votre malade a un pacemaker, il ne peut pas avoir une IRM et il est à la phase aiguë d'un AVC probable, que vous ne voyez pas bien, que vous ne pouvez pas injecter, etc. Vous pouvez faire du scanner de perfusion. Hein, ça marche un peu comme l'IRM de perfusion. Nous, on n'en fait pas trop dans le centre où je travaille. Il faut avoir un radiologue qui sait traiter les images et qui sait bien les lire, mais il y a des centres qui travaillent avec ça, donc sachez que ça existe et que ça peut être aussi utile à la phase aiguë. Je ne détaillerai pas. Voilà, c'était pour la perfusion. Est-ce qu'il y a des questions? J'avance. Spectro-IRM, c'est un truc dont vous avez déjà entendu parler ou pas trop? Donc là, on rentre. Oui. Oui, pour les tumeurs, les glioblastomes, savoir quelles molécules il y a dedans. Exactement. Et ça sert aussi dans les maladies métaboliques, dans le pronostic, etc. Donc, encore une fois, on est sur de l'IRM assez poussé, qui n'est pas du tout l'IRM de l'urgence, mais qui va surtout servir à faire du diagnostic et du pronostic. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est toujours pareil, dans une zone d'intérêt qu'on cible sur le tissu cérébral, on va caractériser les métabolites qu'il y a dans cette zone de tissu cérébral à laquelle on s'intéresse. Donc, je vous passe les détails, mais en gros, c'est l'utilisation de différentes fréquences de résonance des protons. Et donc, ça sert dans le diagnostic des tumeurs, des abcès, des troubles ou des maladies métaboliques et dans le pronostic pour le coma. Et c'est souvent utile de le coupler à l'IRM de perfusion parce que ça nous apporte deux types d'informations différentes. Et donc, en gros, je ne vous détaille pas tout, mais globalement, on vous rend les résultats sous forme de graphiques comme ça. Donc, il y a souvent un temps d'écho court et un temps d'écho long qui apportent des informations un peu différentes. Et vous voyez ça ici de droite à gauche. Okay, donc, il va y avoir, donc ça c'est de 0,5 à 4 ppm partie par million. Et donc, il va y avoir des pics des différents métaboliques, donc certains qui doivent être toujours là, par exemple le NA, N-acétylcystéine, d'accord, je vous ai mis là, c'est un reflet de la viabilité axonale. Globalement, s'il est abaissé, vous allez avoir une lésion par exemple ischémique ou tumorale. Voilà. Donc, le NAA, choline, créate, c'est peut-être des choses que vous avez déjà entendues. Donc, en fonction de si ces métabolites sont présents, absents, s'ils sont présents en grande ou faible quantité, on va pouvoir évoquer tel ou tel diagnostic. Par exemple, ici, il y a une petite lésion, bon, c'est un abcès, je vous le dis, mais voilà, si on veut étudier cette lésion, bah, on va faire de la spectro sur cette lésion-là, et puis on va sortir les courbes comme ça, et on voit qu'ici, il y a un pic de lipides et acides aminés qu'on voit de manière assez caractéristique dans les abcès, d'accord ? Donc, tout ça n'est pas à connaître par cœur et je ne connais pas très bien non plus, mais c'est pour vous dire que ça existe quand vous voulez caractériser une lésion un peu bizarre et que vous voulez connaître un peu son diagnostic via sa composition métabolique. C'est quelque chose qu'on peut faire et ça peut aider. Ça ne donne pas toujours la bonne réponse, mais couplé à d'autres examens d'IRM type perfusion, diffusion, etc., ça peut parfois nous aider dans le diagnostic avant d'aller jusqu'à la biopsie cérébrale. Voilà. Tenseur de diffusion, c'est une autre séquence. Alors celle-là, on peut l'utiliser pour le pronostic des patients en réa, ceux dont tu parlais tout à l'heure, les retards de réveil notamment. Donc ça s'appelle le tenseur de diffusion. Vous avez peut-être entendu DTI aussi. Hein, c'est la même chose. En gros, comment ça marche? On fait des séquences de diffusion répétées plein de fois dans différentes directions de l'espace. Et ça sert à détecter
des anomalies sur les faisceaux de substances blanches qu'on ne pourrait pas voir en IRM conventionnel. Et on peut même reconstruire ces faisceaux de substances blanches ici, comme vous voyez, ça s'appelle de la cartographie de fibres de substances blanches, donc du tracking de fibres, de la tractographie. Et en gros, l'idée, comment ça marche, c'est que donc, les diffusions des molécules d'eau dans le tissu, ils sont contraints par les fibres myélinisées des axones. Donc, dans le LCR, la diffusion, on dit qu'elle est isotrope. Les mouvements ils sont égaux dans toutes les directions de l'espace. Mais dans le tissu cérébral, la diffusion des molécules d'eau est anisotrope. Elle va être orientée par les fibres myélinisées. Et donc, elle va prédominer dans une direction. Et c'est ça qu'on mesure sur le tenseur de diffusion, c'est la fraction d'anisotropie. En gros, ça va nous permettre de dire dans quel sens sont orientées les fibres. Et donc, on peut même donc, ça va nous permettre de dire, si elles sont lésées. Parfois, il peut y avoir des lésions de la substance blanche infraradiologique qu'on ne voit pas en IRM, mais votre malade qui ne se réveille pas après un trauma crânien grave ou après une anoxie cérébrale sévère, là, la DTI va être utile. On va pouvoir vous dire, là, il y a une atteinte de la substance blanche très importante, même si on ne la voit pas en IRM standard anatomique, et donc votre malade a un mauvais pronostic. Et on peut aussi s'en servir pour reconstituer les réseaux des fibres de substances blanches, par exemple en préopératoire d'une tumeur ou autre chose. Donc en repérage anatomique, si vous voulez. Voilà, donc ça existe, sachez que ça existe et qu'on peut faire ça chez certains patients. Et l'IRM fonctionnel, j'en dirais vraiment 2 mots parce que vous n'avez pas d'application du tout pour vous, mais en gros, c'est l'IRM dynamique, entre guillemets, où on voit les zones cérébrales s'activer en même temps qu'elles fonctionnent. Donc c'est basé sur les variations dynamiques du flux sanguin cérébral, donc du rapport oxyhémoglobine sur désoxyhémoglobine, qui se passe dans la zone du cerveau activée. Par exemple, votre malade va lever la main, vous allez voir la zone motrice qui s'active, ou va parler, vous allez voir la zone du langage qui s'active directement en IRM, reconstitué sur des cartographies comme ça, et vous voyez les trucs bouger en live. Mais ça sert surtout en recherche, et parfois en neurochirurgie pour repérer les zones fonctionnelles avant opération, mais on s'en sert très peu. Voilà, donc j'ai fini de vous présenter l'IRM. On va avoir très rapidement quelques exemples dont on n'a pas parlé et donc, que vous pourrez voir en réanimation. Est-ce que vous avez des questions déjà sur les différentes séquences d'IRM? C'est bon, je continue. Donc, quelques exemples, on ne va pas tout voir évidemment. Bon, ça y est, maintenant, vous connaissez. Quelqu'un se lance là sur la toute première barre, c'est tout ce qu'on vient de voir. Donc maintenant, vous devez savoir de quoi il s'agit. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour décrire l'IRM? Suivez-moi alors. Donc là, c'est la séquence diffusion. On voit donc un hypersignal du territoire sylvien superficiel. Vous voyez qu'ici, en profond, c'est plutôt épargné. Ça, c'est... l'ADC. Exactement. Qu'est-ce qu'on voit? Restriction de diffusion à l'ADC. Donc ça confirme bien que c'est de l'ischémie. Et en plus, on voit quand même qu'il y a finalement une atteinte du territoire profond qu'on ne voit pas encore bien sur la diff là. Mais donc, il y a un territoire sylvien total, finalement. D'accord. Ici... c'est le flair. Ouais, donc... Et on voit les spaghettis. On voit les spaghettis. On voit une atteinte proximale. Probablement. Et on le confirme sur le... Ça, c'est quelle séquence? Alors, ouais, je sais pas, ça apparaît pas très bien le contraste entre le flair et celle-ci. Mais... T2 étoile. Ouais, donc T2 étoile, donc c'est tout blanc. Et avec le thrombus. On voit le thrombus. Ici, on voit un gros thrombus qu'on ne voit pas de l'autre côté, donc ça confirme bien qu'il y a une occlusion M1 proximale. Et ici, alors c'est tout pourri, mais c'est la vraie vie. Votre patient, il a bougé et le TOF, il est souvent assez pourri. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur le TOF? Il y a plus qu'une occlusion M1. Qu'est-ce qui manque, en gros? Je vous aide, ça c'est le tronc basilaire, les cérébrales postérieures, donc circulation postérieure. La circulation antérieure est censée être là. Il manque une carotide. Ouais, donc là on voit la carotide interne droite, la sylvienne, cérébrale antérieure. Bon, on ne voit pas très bien, mais parce que voilà. Et là, il n'y a rien. Donc il manque une carotide, la sylvienne et la cérébrale antérieure. Donc le malade, il a on appelle ça une occlusion en tandem. Il a une occlusion de la carotide interne, probablement cervicale, parce qu'on ne la voit pas du tout, ou en tout cas, voilà, non intracrânienne. Et en plus, il a un thrombus M1. Donc il a probablement une grosse occlusion de la carotide au cou qui a embolisé en plus en sylvien. Donc tout est bouché.
y compris la cérébrale antérieure. D'accord? Donc, votre malade est assez grave. Donc, maintenant, vous savez faire le diagnostic d'AVC à la phase aiguë sur l'IRM. Bah, super. Parfait. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc, ça, c'est un flair avec un AVC sylvien profond. Et sur cette séquence, qu'est-ce qu'on a? Un truc intéressant que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Une transformation hémorragique de son AVC avec un hyposignal T2 étoile au sein de la zone infarcie. Oui, exactement. Ici, il y a des petits remaniements hémorragiques. Probablement qu'on ne les verrait pas très bien au scan, ce serait peut-être très pétéchial, mais il faut savoir que ça fait souvent, alors là, c'est peut-être pas du T2 étoile, mais souvent, sur le SWI, on voit très très bien ce qu'on voit, ce qui est de plus petite taille au scanner. OK. Bon, ici, chose assez classique qu'on a vue tout à l'heure, une grosse HSA, signe de gravité. Les cornes temporales dilatées. Ouais, du sang dans les ventricules aussi, d'accord. Et puis une atteinte diffuse quand même, très importante. Ici, c'est l'artériau, vous voyez l'anomalie. Pas évident, mais elle est bien visible quand vous faites attention. Elle est sur la sylvienne. Ouais, ici, l'anévrisme est là, d'accord. Ok, et ici, donc il y a 2 lésions à voir. Vous voyez, ça, c'est donc le T2 étoile. Donc, vous vous rappelez, l'hématome, en fonction de son âge, il peut avoir une tête différente. Donc là, vous avez un exemple avec un patient qui a 2 hématomes d'âge différents. Vous voyez qu'ici, il y a un gros hématome lobaire. Et ici, il y a une autre lésion hémorragique, mais elle n'est pas exactement la même tête. Et en fait, si vous voyez le scanner à côté du même malade, vous voyez qu'il y a une lésion spontanément hyperdense, donc c'est du sang récent, alors que de l'autre côté, on ne voit plus rien. Donc ça, c'est une séquelle d'hématome. C'est juste pour vous montrer que dans ces cas-là, effectivement, on est parfois un peu plus à l'aise avec un scanner quand on n'est pas radiologue. Okay, voilà, donc ça, c'est les lésions vasculaires. Donc maintenant, ça, vous devez apprendre à les reconnaître. Autre exemple, maladie infectieuse en réanimation, abcès, méningite. Donc là, vous avez un abcès typique. Donc ça, c'est un scan. Vous voyez une lésion thalamique qui prend le contraste en cocarde. Ça donne quoi sur l'IRM? Donc sur l'abcès, il y a le centre et puis il y a la capsule. Donc le centre, il est en hypoT1, en hyperdiff, avec un ADC restreint. Ouais. Et en flair, il est plutôt en hypo T2, ou iso-hypo. D'accord? Alors que la capsule, c'est l'inverse. Donc, elle va prendre fortement le contraste en T1 Gado, là, et puis on voit qu'elle est plutôt en hyper T1 ici. Vous voyez que c'est plutôt blanc. Alors qu'en T2 flair, elle est plutôt en hypo. D'accord? Donc, la capsule, c'est un peu l'inverse du centre à retenir. Et donc, vous voyez un peu d'œdème périlésionnel qu'on voit bien en flair ici. Donc ça, c'est un abcès assez typique avec les caractéristiques typiques. D'accord? Et si on fait une spectro, bah, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut avoir des caractéristiques qui nous font pencher en faveur d'un abcès avec le pic de lactate et d'acide aminé. Si on faisait une perfusion, il n'y aurait pas d'hyperperfusion, d'accord? Il n'y a pas de néo-angiogénèse comme dans une tumeur. Voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut utiliser l'IRM multimodal avec plusieurs types d'IRM pour caractériser une même lésion. Donc, exemple, la maladie infectieuse, la pathologie infectieuse en réa. La pathologie, l'encéphalopathie anoxo-ischémique. Tout à l'heure, tu parlais de retard de réveil. Bah, typiquement, le malade qui ne se réveille pas, qui a fait un arrêt cardio-respiratoire prolongé, par exemple, on va chercher des lésions qui vont l'empêcher de se réveiller, qui sont liées directement au bas débit sanguin cérébral prolongé et donc qui ont provoqué des lésions anoxiques. Alors, au scan, malheureusement, on voit. Dans ce cas-là, tu ne verras pas grand-chose. Tu vas faire le scan à ton malade et tu vas rien voir, sauf peut-être un peu d'œdème. Et du coup, l'IRM va te révéler des lésions que tu ne vois pas au scanner qui vont être en hypersignal diffusion et flair. C'est très souvent des lésions symétriques, d'accord? Il y a eu un bas débit sur un arrêt cardiaque, il n'y a pas de raison qu'il y ait un côté qui est plus souffert que l'autre, sauf si ton malade a une sténose au cou, mais globalement, c'est souvent des lésions symétriques qui touchent essentiellement les noyaux gris centraux, vous voyez ici, et le cortex cérébral, ce qu'on appelle des lésions de nécrose laminaire. D'accord? Donc ça, c'est souvent d'assez mauvais pronostics. Voilà. Pour caractériser ça, en IRM, vous aurez du lactate qui témoigne du métabolisme anaérobie. Et vous pouvez faire du tenseur de diffusion aussi pour pronostiquer ces maladies-là. Voilà. Autre exemple de maladie qu'on voit en réal, les pathologies métaboliques.
ou qu'on dit toxique ou métabolique. Hein, tout ça, c'est un spectre de lésions en IRM qui n'est pas forcément... L'atteinte, en gros, à retenir, c'est pour toutes ces maladies-là, les atteintes toxiques et métaboliques, on va avoir souvent une atteinte des noyaux gris centraux et du cortex aussi, et parfois du corps calleux. Et donc, ça va être des hypersignaux en flair et en diffusion. Donc, par exemple, là, c'est une entox OCO. Donc, vous avez un hypersignal de la tête des noyaux codés, d'accord, et des putamènes. Ici, c'est une myélinolyse centropontine, donc on va avoir l'atteinte dans le tronc. La myélinolyse, ça peut être aussi plus étendu, on peut avoir des myélinolyses extrapontines. Ici, c'est un Marchiafava qu'on a vu tout à l'heure, donc sur les carences chez les patients alcooliques, d'accord. Vous pouvez avoir ce genre de choses dans l'hypoglycémie, dans le Gaillet verniqué, dans les encéphalopathies médicamenteuses, par exemple dans les encéphalopathies au flagile, il peut y avoir ce genre d'hypersignaux, mais qui touchent d'autres, voilà, plutôt le cervelet, etc. Donc tout ça, c'est un spectre de maladies métaboliques et toxiques qui peut donner des hypersignaux en IRM. À retenir, c'est que c'est plutôt des anomalies symétriques et qui touchent surtout noyaux gris centraux et cortex. Voilà. Le presse, ça vous avez peut-être plus déjà vu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu des images de presse ou des patients avec des presse syndrome ? C'est une maladie que vous connaissez ou pas du tout? Moi, je ne connais pas. D'accord, bah, ça vaut peut-être le coup qu'on s'y attarde un peu parce que ça, c'est un truc à connaître. Donc, ça veut dire postérieure réversible encéphalopathie syndrome, PRES. Donc, encéphalopathie postérieure réversible en français. Donc, à connaître, et surtout, c'est une maladie qu'on ne voit pas au scanner. Très peu, sauf si les lésions sont très étendues. Donc, il vous faut une IRM pour le diagnostiquer. Et donc, c'est soit lié à l'hypertension maligne, soit toxique, iatrogène sur des traitements immunosuppresseurs, par exemple, ou autres. Et donc, ça ressemble un peu à des AVC, mais c'est pas exactement étendu, mais c'est pas exactement pareil. Donc, c'est des hypersignaux T2 qui sont sous-corticaux, en fait, enfin, parfois corticaux et sous-corticaux, qui prédominent, on dit, en tout cas les premières entités décrites, qui prédominent en postérieur, dans la circulation cérébrale postérieure, et qui sont, vous voyez, souvent bilatéraux. Ça peut aussi s'étendre, toucher le cervelet, noyaux gris centraux, d'accord. Mais donc, c'est des lésions qui sont en hypo-T1 ou iso-T1 et en hyper-T2. Donc, ça ressemble à ça. Et il y a une petite subtilité à connaître. Donc, on appelle ça encéphalopathie postérieure réversible parce que, vous voyez, là, c'est le malade avec son flair à J1 ou J0 de prise en charge, et on le voit à 3 mois, il n'y a plus rien sur l'IRM. Le malade a récupéré. Ça, c'est la forme du PRES qui est classiquement décrite, qu'on appelle un peu par abus de langage la forme œdémateuse, c'est-à-dire la forme qui est caractérisée par un œdème vasogénique. Donc, c'est un œdème extracellulaire. Donc, comment on le reconnaît? L'ADC va être augmenté. Ce n'est pas comme l'œdème cytotoxique dans l'AVC, donc la diff va être négatif et l'ADC ne sera pas abaissé. D'accord. Mais malheureusement, dans un certain nombre de cas, le PRES peut aussi faire de l'œdème cytotoxique et donc de l'œdème irréversible, donc de l'œdème cellulaire direct, qu'on verra comme dans un AVC en fait standard avec une hyperdiff et un ADC qui sera abaissé pour le coup. Et là, bah, le patient à 3 mois, il gardera sa séquelle sur l'IRM et peut-être des séquelles cliniques associées. D'accord. Donc le PRES, c'est pas toujours réversible malgré son nom. Voilà. Vascularite cérébrale, infectieuse, post-infectieuse ou primitive ou autre, vous verrez, il faut juste savoir l'évoquer sur différents éléments. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'endocardite, effectivement, par exemple. Ça peut être une des maladies dans laquelle on voit de la vascularite. Ça se caractérise par quoi? Finalement, le diagnostic de la vascularite, il reste histologique, d'accord? Donc, vous pourrez avoir le diagnostic de certitude que sur une biopsie cérébrale, mais vous pouvez l'évoquer sur un faisceau d'arguments, d'abord clinique, hein, si vous avez vraiment une infection du SNC prouvée, mais aussi paraclinique. Donc, sur l'IRM, on va avoir différents types de lésions. Des lésions ischémiques, donc on va avoir des infarctus souvent de petite taille, d'âges différents, dans des territoires multiples. Bon, on peut aussi avoir des gros AVC proximaux, hein, mais voilà, ce qui doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est des AVC d'âges différents, dans des territoires différents, plutôt de petite taille. Des lésions micro-hémorragiques, on en parlait tout à l'heure, donc là, par exemple, des microbleeds, d'accord, qui sont plutôt de localisation plutôt périphérique, donc ça ne fait pas trop évoquer la maladie des petites artères d'origine hypertensive, d'accord, donc ça, typiquement.
un aspect de méningite, donc comme on avait vu tout à l'heure, de pachyméningite ou de leptoméningite, d'accord, ça témoigne d'un processus infectieux en cours. Et enfin, des irrégularités vasculaires, puisque la vascularite, c'est une inflammation de la paroi des vaisseaux. Donc là, je vous ai remis le TOF de tout à l'heure, mais vous voyez, on n'a pas besoin d'un bon angioscan ici, parce qu'il y a une grosse sténose pour voir qu'il y a une irrégularité vasculaire, mais souvent, il vous faut un bon examen des vaisseaux pour voir des sténoses qui peuvent être parfois même en chapelet, etc. Donc, c'est ça, tout le spectre lésionnel de la vascularite. Donc, vous voyez, ce n'est pas très spécifique, mais si vous avez tout ça en même temps, avec un contexte d'infection, une PL qui montre une méningite, etc., vous devez évoquer la vascularite cérébrale, quelle que soit son étiologie. Là, c'est un autre exemple. Donc, vous voyez, on a en diffusion, hop, tac, tac, ici, des petits infarctus, d'accord, qui sont dans le territoire postérieur, territoire sylvien. Des lésions micro-hémorragiques, les fameux microbleeds, d'accord, c'est des petits hyposignaux comme ça en T2 étoiles, donc il y en a pas mal. Ici, sur le T1 Gado, vous avez des petites prises de contraste, ici, de la leptoméninge et de la pachyméninge. Ici aussi, on en voit, alors c'est discret, c'est pas facile à voir. Et ici, sur l'examen vasculaire, vous voyez sur le TOF qu'il y a des irrégularités du tronc. Et quand on fait un examen injecté, on voit qu'il y a des prises de contraste carrément de la paroi artérielle. Donc ça signe la vascularite. D'accord ? Donc ça, c'est un spectre lésionnel assez complet de vascularite cérébrale. Voilà, donc j'en ai fini. Donc à retenir, le scanner, évidemment, vous allez beaucoup vous en servir en Auroria. C'est évidemment un examen qu'on utilise très facilement dans l'urgence, qui va nous éliminer et nous prouver plein de diagnostics évidents comme les hémorragies, les gros infarctus, les engagements, etc. Donc ça sert à l'évaluation pronostique initiale. N'oubliez pas de demander un scanner injecté si vous cherchez une occlusion artérielle. Et l'IRM, examen beaucoup plus complet, mais qu'on peut avoir moins facilement en réanimation, évidemment. Il faut que vous connaissiez les séquences de base, donc diffusion flair, T2 étoiles ou SWI, le TOF et le T1 Gado. Et vous devez savoir l'utiliser dans, enfin en tout cas, comment on l'utilise dans l'alerte thrombolyse à la phase aiguë de l'AVC. Parce que ça, c'est vraiment, il y a vraiment une sanction thérapeutique urgente à connaître. Et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Alors, vous pouvez poser vos questions directement avec le micro ou sur le chat, comme vous préférez. Super, merci. De rien, avec plaisir. Une question rapide sur la place de l'imagerie dans la méningoencéphalite ou plus précisément dans les suspicions d'encéphalite herpétique. Oui. Alors, très utile, et l'IRM évidemment va être beaucoup plus utile que le scanner. Si on se remet sur, alors je vais vous en montrer une d'encéphalite herpétique. Donc, dans l'herpès, il va y avoir une atteinte, assez caractéristique, en tout cas temporale, qui peut être asymétrique, mais parfois bilatérale. J'essaie de te retrouver l'image. Là, par exemple. Donc, en hypersignal diff et flair, et tu vois, il va y avoir une atteinte corticale et sous-corticale. On dirait que le cortex est un peu gonflé comme ça, d'accord, et ça ne se limite pas à un territoire vasculaire artériel, hein, d'accord, parce que c'est un processus œdémateux, inflammatoire, qui va partir de la région temporale interne, mais qui va pouvoir s'étendre de manière importante si on laisse évoluer. Et ce qu'il faut rechercher aussi sur l'IRM, c'est des lésions nécrotico-hémorragiques, puisque toute cette zone inflammée-là, finalement, elle va s'inflammer, se remanier, se nécroser, et il peut y avoir des micro-saignements associés. Mais dans les encéphalites, tu sais qu'il peut y avoir d'autres encéphalites avec une atteinte temporale, hein, notamment les encéphalites limbiques auto-immunes, type anticorps anti-NMDA notamment. C'est autre chose que vous devez connaître, mais vous aurez probablement un cours là-dessus. Donc tu peux avoir aussi une atteinte temporale qui peut ressembler un petit peu. Voilà. Mais dans l'herpès, si tu as un malade qui a un tableau subaigu de confusion, plus ou moins trouble de vigilance, avec de la fièvre, une méningite à la PL et cette image-là, il a très probablement une encéphalite herpétique. Et je vous rappelle que l'urgence, c'est de mettre en place le traitement paracyclovir sans attendre, même si vous n'avez pas la certitude diagnostique. Donc, vous diriez plutôt qu'il faut la faire dès que possible. Oui, en tout cas, c'est pas ça qui va te... Si tu as une PL qui te montre une méningite lymphocytaire avec une forte suspicion clinique, tu n'as pas besoin d'attendre l'IRM pour traiter. C'est ça le message le plus important. Plus vous prenez du retard au traitement, plus votre malade a de chances de mourir, ou en tout cas de rester sévèrement handicapé. Donc le pronostic, c'est le traitement.
Donc, vous ne pourrez pas toujours avoir l'IRM en urgence, mais il faudra la faire rapidement, en tout cas dans les 24-48 heures, quoi, si vous pouvez. Ok, merci beaucoup. Bah, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore la session. Et ben, je vous remercie encore pour cette super présentation. On peut remercier tous nos étudiants pour leur participation. Merci à vous tous, ouais, de même. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.